Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, toujours dans la BPCO. Dans cette partie, on va voir la classification, les diagnostics différentiels et la stratégie thérapeutique devant un cas de BPCO. Bien sûr, avant d'entamer le prochain intitulé qui sera sur les exacerbations de BPCO, notre pathologie. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description, chers amis. Contactez-moi à Instagram pour vos questions. Toujours un maximum de j'aime, un maximum de partage. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Ça, c'est le but de ces séries des vidéos et on commence. Avant de voir les diagnostics différentiels et la stratégie thérapeutique, là, on va voir cette là qui est fréquemment posée comme question d'examen, c'est la classification ou l'évaluation de Gold 2017. Vous êtes censé bien sûr de les la garder par cœur. Donc, c'est une classification qui a 4 grades, bien 4 classements. Vous êtes censé de les garder par cœur. On a de A, B, C et D. Donc, on a 4 catégories classées par la Gold 2017. Cette classification, elle est basée sur 2 critères. La première, c'est l'évaluation de la débimétrie. Et la deuxième, c'est la symptôme. Donc, si on vous pose la question, la Gold 2017, c'est une classification basée seulement sur la débimétrie ou bien sur l'exploration fonctionnelle, c'est faux. Donc, c'est une classification, j'espère que vous avez noté ça, qui est basée sur 2 critères. Ce qui est en bleu là, c'est la critère ou bien le critère fonctionnel qui est basé sur la débimétrie, ce que vous voyez là. Donc, une débimétrie, donc vous voyez 30, 50 et 80 selon le grade. Le rapport de Tifno est basé aussi sur la symptomatologie. Donc, dans le grade 1 de la classification MRC, donc si ce patient il a un VMS conservé supérieur à 80%, on donnera du grade 2. Si le patient il a un VMS situé entre 50 et 79, inférieur à 80, on donnera du grade 3. Si le patient il a un VMS entre 30 et 49, veut dire qu'il est inférieur à 50, et on donnera 4 qui est malheureusement très grave. Donc selon la classification, premièrement de MRC, selon le débimétrie ou bien selon la fonctionnalité ou la débimétrie aérienne. Donc stade 4 qui est inférieur à 30% qui est le plus grave. Et selon la symptomatologie, on a 2 critères. Donc, est-ce que ce patient, il a moins de exacerbations, donc moins d'une crise grave qui a mené à une hospitalisation, ou il a plus de 2 qui est un critère de gravité. Donc, tous ces 2 facteurs, ou bien tous ces 2 critères, ils vont être résumés dans cette case, et là, je demande votre attention. Donc, premièrement, on a le grade A. Gardez-vous en tête, grade A et B sont dits des patients qui sont non exacerbateurs. Pourquoi? Donc, on peut séparer le tableau là. Donc, non exacerbateurs. Donc, les patients classés grade A et grade B sont des patients qui n'ont pas un recours à l'hospitalisation plus qu'une fois dans l'année précédente. Seulement, grade 1, donc il est classé soit 0 à 1 selon la classification de MMRC. Donc, il n'a pas de signe de gravité. Et le grade B, donc il a une débimétrie qui est classée de 2 ou plus selon la classification de MRC. Donc, il a un rapport de Tifno qui est inférieur à 80%. Donc, grade A, donc, un patient avec un VMS qui est, je répète, supérieur à 80, non exacerbateur. Donc, si on vous pose la question, vous allez résumer tout ce tableau par grade A. Un patient avec une VMS qui est pas majoritairement altéré et qui est non exacerbateur. Grade B, un patient toujours qui est non exacerbateur, mais il a un rapport de Tifno et une fonction expiratoire qui est altérée, donc inférieure à 80%. Grade C, donc c'est un patient qui a un VMS qui est, si on peut utiliser le terme, conservé, mais il est exacerbateur. Et notez bien les critères d'hospitalisation. Donc plus de 2 hospitalisations
chez un patient dans l'année précédente, c'est parmi les critères de gravité. Donc, grade C, un patient avec un VMS altéré qui est dit exacerbateur. Le D qui est le plus grave, un patient qui est exacerbateur avec une altération de la fonction respiratoire. Donc, si on vous pose la question concernant la classification de Gold 2017, gardez-vous en tête que les patients classés A et B ils sont non exacerbateurs. La différence entre ces derniers, c'est le VMS, puis la classification de la débimétrie. Donc, inférieur à 80, supérieur à 80, concernant A et B. Et notez-vous que les deux grades, ou bien les patients gradés C et D, ils sont dits des patients exacerbateurs. Donc, si on vous pose, par exemple, un patient qui est exacerbateur avec un VMS altéré, malheureusement, c'est du grade D, qui est le plus grave. Par exemple, le grade B, c'est un patient qui a un VMS diminué, mais il est peu symptomatique. Il est dit non exacerbateur. Grade A, donc un patient non exacerbateur avec un VMS qui est conservé, qui est supérieur à 80%. Donc, j'espère que c'est clair pour la classification de Gold 17. Je répète, grade A et B, ils sont non exacerbateurs. C et D exacerbateurs. A et C, ils ont un rapport de Tifno ou bien un VMS qui est conservé. B et D, ils ont un VMS qui est altéré inférieur à 80%. J'espère que c'est clair pour la Gold 2017. Donc, je répète, évaluation des symptômes et évaluation de l'obstruction bronchique. Deux critères qui sont recherchés ou bien qui sont évalués dans la classification de Gold. Notez bien que deux exacerbations ou plus, j'espère que vous allez garder ça dans l'année précédente passée, ou une exacerbation qui a nécessité une hospitalisation, c'est un risque élevé. Donc, un patient exacerbateur, donc notez bien que les patients classés C et D, malheureusement, c'est du mauvais pronostic. Ils ont un risque élevé de développer bien évolution qui est non favorable de la BPCO. Cette plaque-là, elle résume ce qu'on a dit précédemment. Donc, toujours dans l'évaluation, rechercher les comorbidités. Surtout, maladie cardiovasculaire, rechercher le patient avec l'aspect bleu moteur. On avait dit précédemment qu'il a parmi les complications le cœur pulmonaire chronique. Donc, ces comorbidités, c'est écrit en jaune, les comorbidités vont influencer la mortalité. Les critères d'hospitalisation, ils sont à rechercher systématiquement dans votre évaluation. Donc, maladie cardiovasculaire vont altérer le pronostic. L'ostéoporose qu'on a cité dans les complications. Les infections respiratoires, donc, une augmentation de sécrétion de mucus, ça va favoriser l'infection. Ça ressemble à l'asthme. L'anxiété, la dépression, tout facteur déclenchant de détresse respiratoire, le diabète. Et lorsqu'on dit tabagisme, ça on a vu dit précédemment dans la première partie. On parlera aussi malheureusement du cancer du poumon. Donc généralement on note l'association de deux pathologies. Donc devant un terrain tabagique, ça c'est votre réflexion, rechercher deux pathologies comme on avait dit, rechercher la BPCO et rechercher malheureusement le cancer bronchique. Avant de conclure le cours de la BPCO, on va voir quelques diagnostics différentiels. Et bien sûr, le premier diagnostic différentiel, c'est l'asthme. Et on avait vu l'asthme avec détail. Je vous invite à consulter toujours les cours en enchaînement pour mieux comprendre. Donc, dans l'asthme, c'était l'exploration fonctionnelle. Je répète, l'asthme était une pathologie qui est aussi inflammatoire, qui a une débimétrie qui est inférieure à 70, mais elle a été, le mot-clé c'est, elle a été réversible. Par contre, donc, la BPCO, malheureusement, elle est non réversible avec une destruction du parenchyme. Donc, la BPCO, elle est plus grave. Donc, là, c'est un schéma qui résume tout ce qu'on avait dit. L'asthme, c'est une inflammation qui est réversible au bêta-2 mimétique sans lésion du parenchyme. J'espère que vous avez noté ça. Dans la BPCO, c'est surtout ce que vous voyez, le terrain de tabagisme, le rôle de l'interrogatoire pour balancer votre diagnostic, la notion de destruction du parenchyme qui est non réversible, et là on note une débimétrie malheureusement qui est non réversible au bêta-2 mimétique.
Premier diagnostic différentiel avec de la BPCO, c'est l'asthme. Et c'est facile à éliminer, je répète, devant un interrogatoire minutieux, une exploration fonctionnelle et l'histoire de la maladie et surtout notion du tabagisme. Donc, c'est tout ce qu'on avait dit précédemment. Donc, l'asthme, donc, le trouble ventilatoire, là, il est réversible. Le terrain C, c'est jeûne et l'allergie. Le terrain atopique, vous pouvez consulter l'asthme. Le début, là, il est bruyant. Par contre, à la BPCO, le début qui est progressif. Et là, le site d'obstruction, c'est les grosses branches. Par contre, donc ça, c'est la résume toutes les différences entre les deux pathologies. Dans la BPCO, donc là, le trouble ventilatoire, malheureusement, il est irréversible. Un déclin de VMS qui va s'installer rapidement. Sujet, là, il est âgé, un adulte, surtout fumeur. Début progressif, je répète. Donc les lésions du tabac sur la muqueuse ciliée, ce qu'on avait vu dans la physiopathologie, elle va s'installer durant des années. Donc au-delà de 20 paquets années, on parlera de la BPCO. Et les sites d'obstruction, je répète, ce qu'on avait dit précédemment, c'est surtout, notez bien les branches de petite taille et les lésions du parenchyme. Et on va voir l'emphysème. Donc tout ça, c'est du diagnostic différentiel. Ce sont des critères. J'espère que vous allez noter la différence entre l'asthme et la BPCO. Là, c'est la symptomatologie. Donc, dans l'asthme, je répète, c'était les 6 bilans, la dyspnée et oppression thoracique. Là, dans la BPCO, on a la triade, tout dyspnée, expectoration, comme on avait vu précédemment, et les deux formes, Puffer et le moteur, je répète, qui sont de forme de gravité. Maintenant, dernier titre. Donc, la stratégie thérapeutique. Donc, quelle est la conduite thérapeutique devant un patient complet ou bien qui a de la BPCO? Et notez bien que critère majeur, première conduite à tenir, c'est le sevrage tabagique. Donc, un patient qui ne va pas arrêter de fumer, il ne va pas récupérer son VMS. L'évolution, malheureusement, elle va être défavorable. Donc, comme traitement, donc, il s'agit de deux grandes échelles de traitement. On a le traitement premièrement pour soulager les symptômes et réduire ces symptômes, pour améliorer la qualité de vie comme toute pathologie chronique. Et bien sûr, le traitement de fond pour prévenir la progression de la maladie et réduire le risque, malheureusement, de mortalité. Donc, la BPCO, c'est une pathologie qui est fatale. Donc, le but du traitement, réduire la symptomatologie, soulager les symptômes, surtout la dyspnée, améliorer la tolérance à l'exercice. Je répète, le patient, il va être invalidant. Améliorer la qualité de vie, éviter l'absentéisme, éviter les critères de, ou bien éviter la notion d'hospitalisation et les coûts financiers. Réduire le risque de la progression de la maladie qui est suivi, je répète, par le déclin de VMS qui est réversible. Traiter les exacerbations. On va voir l'exacerbation dans le prochain cours. Et réduire la mortalité. Et comme on avait dit, comme c'est illustré dans l'illustration, c'est le sevrage tabagique qui est le critère majeur, ou bien c'était le facteur majeur d'exacerbation. Donc, lutter contre les facteurs de risque, surtout le sevrage tabagique. C'est un objectif prioritaire de traitement. Toutes les techniques sont bonnes tant que le malade arrête de fumer. Donc, un patient qui va arrêter de fumer, c'est du bon pronostic. On ne va pas noter un déclin du VMS. Donc, le sevrage tabagique peut être par substitution nicotinique, par propion, par thérapie cognitive et comportementale, l'acupuncture, l'hypnose, donc toute méthode qui aide au sevrage tabagique. Donc, elle est favorisée afin d'améliorer le pronostic du patient. Donc, premier critère, premier facteur à éliminer, c'est le tabac. Première notion, c'est le sevrage tabagique devant un BPCO. Là, c'est un schéma qui illustre ou bien qui va nous montrer le rôle du sevrage tabagique à, bien, au gain du VMS. Donc, là, premièrement,
Donc ça, c'est un patient qui a jamais fumé, ou il y a un patient qui est non sensible au tabac. Donc normalement, en état physiologique, donc ça, c'est du VEMS. Donc on note, je répète, comme on avait dit dans la physiologie, il s'agit d'un déclin qui est physiologique du VMS. Mais vous voyez là, la courbe, elle n'est pas en déclin sévère. Vous voyez là, ça diminue, mais de façon qui est progressive, qui est ralentie. Donc, imaginez-vous un patient qui a commencé à fumer. Donc, ce qui est en jaune là, c'est la courbe d'un patient qui est en train de fumer. Et vous voyez là la différence. Donc, ce qui est en rouge, c'est l'aspect physiologique du déclin. Ce qui est en jaune, ça, c'est un patient qui est en train de fumer. Il va avoir un déclin de VMS. Il va être invalidé avant l'âge de 75 ans. Et malheureusement, de la mortalité. Donc, si ce patient, ce dernier, donc il va faire du sevrage tabagique même à l'âge de 50 ans, ce que vous voyez là, le déclin de VMS, il a amélioré. Il va survivre au-delà plus de 75 ans avec un rapport, il y a un VMS qui est acceptable, qui est situé entre 30 et 75. Si ce dernier ne va pas sevrer de tabagisme, donc là, par exemple, c'est à l'âge de 60 ans. Donc même à l'âge de 60 ans, un sevrage tabagique, il peut gagner quelques années. Donc, au lieu de voir mourir ou bien de la mortalité avant 75 ans, il peut gagner jusqu'aux 5 ans. Donc, à chaque fois que le sevrage tabagique, qu'est-ce que vous notez cette courbe? À chaque fois que le sevrage tabagique il est précoce, on notera une bonne amélioration du VMS avec une espérance de vie, heureusement, qui est supérieure à 75%. Donc, ça, c'est le rôle du sevrage tabagique. Il est, je répète, jamais trop tard de arrêter de fumer pour gagner quelques années et quelques VMS, ou bien quelques pourcentages de VMS vital. Les armes thérapeutiques maintenant, donc après le sevrage tabagique, éviter les facteurs de risque. Donc, sevrage tabagique, réduction de la pollution domestique, c'est tout ce qu'on a vu dans la physiopathologie, la réduction de l'exposition professionnelle, la vaccination contre sur la grippe et l'influenza. Donc, tout ça, c'est des mesures préventives. Assurer une activité physique. Donc, jamais laisser un patient qui a de la PPCO en sédentarité, ça va aggraver. Donc, le patient, il doit adapter, il doit s'entraîner. Donc, il va entraîner ses poumons ou bien sa musculature à adapter à ce VMS qui est diminué. Donc, trois grandes lignées thérapeutiques, ce qui est illustré dans l'illustration à gauche. Premièrement, le sevrage tabagique. Deuxièmement, le maintien et le développement d'une activité physique qui est régulière. Un patient BPCO, par contre, c'est une indication au à l'activité physique. C'est pas une indication bien au sédentarité, ça va aggraver le pronostic. Et bien sûr, la vaccination antigrippale, donc contre la grippe, contre le pneumocoque, donc qui sont les facteurs d'exacerbation majeure. On va voir ça dans le prochain cours dans l'exacerbation du BPCO. Donc trois grandes lignes majeures, j'espère que vous allez noter. Si on vous pose la question, quelles sont les mesures à prendre chez un patient qui a de la bronchopneumopathie chronique, donc sevrage tabagique, surtout maintien d'une activité sportive et physique qui est régulière, et de la vaccination. Tout ça, ce sont des armes thérapeutiques contre la BPCO. Donc ça, c'est de la prise en charge qui est non pharmacologique. Passons maintenant à la prise en charge au long cours. Donc presque comme l'asthme, on a le recours aux bronchodilatateurs. Donc c'est le critère de là-bas. Donc, les bêta-2 mimetiques à longue durée d'action, je répète, qui sont le traitement de fond de la BPCO, mais ils sont contre-indiqués, je répète, seuls dans l'asthme. Donc, c'est de la physiopathologie. Dans l'asthme, on note l'inflammation. Donc, c'est le rôle de la corticothérapie inhalée comme traitement de fond. Par contre, dans notre intitulé aujourd'hui, la BPCO, la cause là, c'est le spasme ou bien c'est l'altération surtout des petites branches. On doit jouer par les bêta-2 mimétiques ou bien les bronchodilatateurs à longue durée d'action surtout.
Donc, c'est le premier traitement à prescrire dans le trouble ventilatoire ou bien devant la dyspnée. La voie inhalée, elle est préférée pour lutter contre ce spasme. On note aussi comme arme thérapeutique la réhabilitation respiratoire pour améliorer, je répète, la qualité de vie. La prise en charge nutritionnelle, notez ça bien. Parmi les mesures, surtout chez un patient comme vous avez vu, Pink Puffer, qui a été maigre, qui a été vulnérable aux infections, prise en charge nutritionnelle, elle joue un rôle important et c'est parmi les armes thérapeutiques pour combattre contre la BPCO. Elle a un intérêt qui est démontré devant des cas qui ont été dénutrés ou bien devant des patients qui ont une charge pondérale et vous avez vu les deux aspects, Pink Puffer et Bleu Water. Et bien sûr, le rôle de l'oxygénothérapie. Donc, en cas d'hypoxie, si un patient, on va voir ça dans l'exacerbation, une PaO2, une pression oxygène, une hypocapnie qui est inférieure, ou bien une hypoxie qui est inférieure à 55 mm mercure, c'est une indication à l'oxygénothérapie de longue durée comme traitement de fond. Et on va voir ça, je répète, dans l'exacerbation. Donc, comme traitement, notez bien, les bêta-2 mimétiques à longue durée d'action, association à la réhabilitation à l'effort, donc la marche quotidienne en moins de 30 minutes, elle est suffisante pour faire cette réhabilitation. Un réentraînement des membres inférieurs, donc une marche de 45 minutes 3 fois par semaine, de 4 jusqu'aux 8 semaines. Tout ça, c'est de la réhabilitation à l'effort. Je répète, contre-indication à la sédentarité qui va aggraver l'évolution et bien la qualité de vie. La nutrition, je répète, le rôle de la rénutrition. N'oubliez pas ça. 17% des patients BPCO, ils sont dénutris. Donc, si le patient il a un indice de masse corporelle qui est supérieur à 30, le taux de mortalité il va être multiplié fois 3. C'est bien le rôle de la dénutrition. N'oubliez pas ça dans vos cas cliniques. Par contre, un patient qui est maigre, je répète, le pic puffer, c'est plus grave, qui a un indice de masse corporelle inférieur à 20, le taux de mortalité il va augmenter, mais il va être multiplié, notez bien, par 20 malheureusement. Donc n'oubliez pas seulement les bêta-2 mimétiques, l'association de la réhabilitation à l'effort, aussi de la rénutrition. Vous voyez là le rôle de cette dernière dans l'évolution. Et dernièrement, l'oxygénothérapie, quelle que soit la ventilation non invasive ou dans certains cas, l'oxygénothérapie par via la ventilation mécanique dans les états des exacerbations graves qu'on va voir prochainement. Donc l'oxygénothérapie à longue durée augmente le taux de survie, donc elle est à pratiquer à domicile. Elle diminue le taux d'hospitalisation. Elle augmente la nutrition et les efforts. Elle est indiquée, je répète, devant une pression de dos ou bien une hypoxie qui est inférieure à 55 mm mercure. La durée, ça c'est à retenir, au minimum 15 heures par 24 heures. Donc au minimum, le patient, il a 15 heures par jour d'oxygénothérapie. Ça va être suffisante pour avoir son effet. C'est 15 heures par jour d'oxygénothérapie, soit au masque ou bien la ventilation non invasive. Le but là, c'est toujours de diminuer l'hospitalisation, améliorer la qualité de vie, lutter contre l'hypercapnie, qui est parmi les critères de gravité. On va voir dans les exacerbations et diminuer les hospitalisations fréquentes, diminuer le coût. Je répète, la BPCO, c'est un problème de santé publique majeur. C'est une pathologie invalidante. C'est une pathologie à dépister, je répète, comme on a vu dans les parties précédentes. Et on va voir prochainement dans les exacerbations la gravité de cette pathologie. Donc, ça c'est tout jusqu'à maintenant pour la BPCO, chers amis. On va continuer prochainement dans l'exacerbation de la BPCO avec traitement via la conduite devant une exacerbation. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. On va continuer ce cours très prochainement. Toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.